7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Marie-Falicon. Bonjour Maude, bonjour à tous les auditeurs. Alors ce matin Maude, nous allons parler de la Marche pour la vie. Vous savez, cette mobilisation annuelle qui se tient donc à Paris ce dimanche 21 janvier. Donc c'est devenu le rendez-vous incontournable des défenseurs de la vie qui se réunissent depuis maintenant 2005. Alors cette année, avec 2 lois en préparation, la pression est très forte autour des questions du respect de la vie et de la dignité humaine. Le 8 mars dernier, Emmanuel Macron appelait à changer notre constitution afin d'y graver la liberté des femmes de recourir à l'IVG pour la rendre irréversible. Alors à 49 ans, jour pour jour de la promulgation de la loi Veil, la commission des lois a adopté ce projet de loi mercredi dernier, le 17 janvier. Donc elle doit encore être votée par les 2 chambres parlementaires et l'étude commencera donc mercredi prochain, 24 janvier, à l'Assemblée nationale. Alors pour en parler aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Aliette Espieux. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes la porte-parole de la Marche pour la vie. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous. Donc je le disais, cette Marche pour la vie aura lieu ce dimanche à Paris. Elle englobe 2 sujets. Donc le premier, évidemment, c'est la constitutionnalisation de l'IVG qui est en ce moment discutée et qui sera donc présentée ce mercredi à l'Assemblée nationale pour une première lecture. Et puis évidemment, il y a la question de la fin de vie avec l'euthanasie et le suicide assisté. Alors pour commencer juste avec l'IVG, cette révision constitutionnelle, Aliette Espieux, qu'est-ce qu'elle vous évoque? Quels en sont les dangers? Alors ce qu'elle m'évoque, c'est vraiment... En fait, elle me confirme le fait que le gouvernement est encore une fois complètement à côté de la plaque et qu'il est un pro quand il s'agit de manipuler les Français. Le gouvernement Emmanuel Macron, et d'ailleurs Éric Dupond-Moretti l'a rappelé le 16 janvier, a souhaité prendre ce projet de loi lui-même pour essayer de faire un consensus entre l'Assemblée nationale et le Sénat, parce qu'il trouvait ça un peu dommage qu'il y ait quand même une certaine opposition et voilà. Éric Dupond-Moretti a affirmé à tort d'ailleurs que justement cette PPL avait pour but justement d'être mitigée entre les 2 positions. L'Assemblée nationale, en tout cas LFI, souhaitant faire passer cette inscription comme étant un droit fondamental. Là, on a le Sénat qui s'opposait à ce terme de droit. Sauf que le gouvernement a choisi le terme de liberté garantie. C'est pas simplement liberté, c'est une liberté garantie. Or, une liberté garantie, aux yeux de la loi, c'est un droit. Donc ce sera quand même un droit opposable à celui des autres Français, que ce soit, et tout particulièrement le droit des médecins, qui évidemment vont être la première cible après cette inscription de l'avortement dans la Constitution, parce qu'on va avoir le droit des médecins qui va s'opposer à celui des femmes. Mais comme on le sait depuis quelques années, les femmes sont prioritaires, on va dire, sur ce sujet-là. En tout cas, les idéologues sont bien plus écoutés que des médecins qui en ont pratiqué et puis qui, du jour au lendemain, décident de ne plus en pratiquer parce que pour des questions morales. Mais non, le gouvernement a décidé d'écouter les idéologues du planning familial et de s'y fier. Donc cette proposition de loi, encore une fois, montre que dans un contexte où l'avortement est en hausse croissante, on est arrivé à 234 300 avortements, c'est une hausse inédite depuis 1990, qu'on a une natalité qui baisse de façon exponentielle. La priorité du gouvernement va nous dire que l'avortement est menacé. Non, c'est faux. L'avortement n'est absolument pas menacé en France. Malheureusement, j'aimerais bien que ce soit l'inverse. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et puis, il y a aussi ce fait de vouloir absolument se calquer sur les États-Unis. Mais on est en France. On a la loi Veil. Ce n'est pas la même population. Ce ne sont pas les mêmes lois, ni les mêmes juridictions. Donc, arrêtons de regarder en permanence ce qui se passe à l'étranger pour faire nos lois, pour changer, transformer nos constitutions. Regardons ce qui se passe dans le pays et je pense que ça leur ferait un bien fou de comprendre que la priorité des Français actuellement n'est pas l'avortement, mais ça va être par exemple de se nourrir, de manger à la fin du mois, ça va être d'être en sécurité. Les femmes pensent plus à leur sécurité quand elles sortent dehors que de savoir si l'avortement va être inscrit dans la Constitution, je pense. Donc on comprend bien avec ce que vous dites que c'est en fait un agenda politique et c'est vraiment loin des préoccupations des Français, en tout cas aujourd'hui. Et vous parliez de natalité, c'est vrai qu'on a passé un seuil historique, on est à moins de 700 000 naissances par an, donc c'est vraiment un record tristement historique, un chiffre très bas. Vous proposez donc vous dites qu'on compte plus de 230 000 avortements. En parallèle, on a une natalité en berne.
Donc on voit aujourd'hui qu'on a plus d'1 enfant sur 3 qui est avorté. Avec la marche pour la vie, vous proposez des mesures assez concrètes finalement pour éviter ces drames. Quelles sont-elles ? Oui, effectivement, nous proposons des mesures alternatives. L'avortement n'est pas et ne sera jamais une solution. Vous parliez tout à l'heure de l'euthanasie et je mets ça sur le même plan. En fait, le gouvernement part toujours sur un constat pour faire une loi. Il se base sur le fait qu'il y ait des femmes en difficulté qui subissent une pression parce qu'elles sont enceintes, qui n'ont pas assez de moyens pour assurer la survie de l'enfant. Alors, la solution, ça a été, on va tuer l'enfant. Sauf que c'est jamais une solution de tuer quelqu'un, sinon on tue tout le monde et il n'y a plus de précarité dans le monde. C'est toujours beaucoup plus simple d'éliminer les personnes. Sauf que, en réalité, on ne peut pas agir comme ça. C'est profondément mauvais et deux, c'est pas ça faire de la politique, c'est pas ça être président, c'est pas ça être député. Il y a plein d'autres solutions, plein d'autres alternatives qui, quand on les met en place, quand on les propose aux femmes enceintes en difficulté, sont choisies par ces femmes. Par exemple, le fait de les accueillir. Il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent à la rue parce qu'elles choisissent de garder leur enfant. Donc dans ce cas, leur proposer un appartement pour qu'elles puissent déjà vivre leur grossesse et puis ensuite élever cet enfant. Les aider à se réinsérer professionnellement une fois qu'elles ont eu cet enfant, c'est quelque chose qui est souvent délicat pour ces femmes parce qu'elles ne savent pas comment garder leur enfant et en même temps trouver un travail. Donc il y a vraiment des mesures qui sont mises en place par certaines associations. Il y a également l'écoute parce que parfois il y en a qui reçoivent une pression assez colossale de leur famille, donc à un tel point qu'en fait elles ont vraiment elles ont besoin d'être écoutées, d'être entendues, d'être soutenues physiquement, financièrement. Et puis pour les femmes qui ne veulent absolument pas avoir d'enfants, on propose évidemment la question de l'accouchement sous X. Alors certes, c'est pas évident pour une femme d'attendre pendant 9 mois un enfant qu'elle ne gardera pas. Mais quoi de plus beau que de vouloir un avenir pour cet enfant et de se dire qu'en fait aujourd'hui il y a tellement de familles, tellement de Français qui rêvent d'avoir un enfant, et bien en fait d'essayer de lier à la fois cette infertilité et ce désir d'enfant et à côté de ça cet enfant qui est bel et bien présent, qui ne rêve que d'une seule chose, c'est de vivre. Donc ce que vous dites est intéressant sur le parallèle entre effectivement la question de la fin de vie et celle de l'IVG. Vous parliez du manque d'accompagnement, du manque d'écoute. C'est aussi ce que vous soulevez avec cette question d'euthanasie. Pour vous, quelles seraient les alternatives déjà à un tel drame que de mettre fin à la vie d'une personne ? Pour moi, c'est évident. En fait, l'euthanasie, si vous voulez, et le suicide assisté ont été évoqués parce que y a beaucoup de personnes effectivement qui sont en EHPAD ou alors qui sont en fin de vie qui souffrent. La souffrance, c'est quelque chose, c'est vrai que être face à une personne en souffrance, on se sent profondément incapable et c'est très très perturbant d'assister à la souffrance, on va dire, d'un de ses proches et de ne pas être en mesure de l'aider. En fait, c'est pas aux proches de s'occuper du côté médical, c'est à la médecine. Qui en a les moyens. En a les moyens. On sait aujourd'hui que, par exemple, si on développait plus de centres de soins palliatifs, les personnes iraient en soins palliatifs. On sait qu'il y a plus de 200 000 demandes de soins palliatifs par an, que ces demandes ne sont pas forcément, ne sont même pas du tout acceptées parce que justement il n'y a pas assez de place. Et donc on se retrouve avec des personnes qui, ne sont pas accompagnées, qui dans beaucoup de situations sont toutes seules en permanence parce qu'elles n'ont pas de visite, leur famille aujourd'hui ne vient plus forcément les voir, et des personnes qui n'ont pas qui souffrent énormément et qui, à côté de ça, ne voient pas leur souffrance allégée par le corps médical. Donc, finalement, tout cet argent que le gouvernement va réserver pour cette euthanasie et pour le suicide assisté, parce qu'évidemment, il faudra du nouveau matériel, etc. Moi, ma question, c'est pourquoi est-ce que cet argent n'est pas utilisé pour développer des centres de soins palliatifs ? Parce qu'au final, ça coûtera aussi cher. C'est ça, et pourtant, le droit d'accès aux soins palliatifs est en principe garanti depuis la loi de 1999. On voit que les moyens donc ne sont pas mis dans 26 départements. Il n'y a pas accès aux soins palliatifs. Sur la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté, en quelques mots, quels seraient vraiment les dangers, les dérives d'un tel projet de légalisation ? Alors déjà, pour moi, l'euthanasie et le suicide assisté est en soi une dérive, puisqu'en fait, tuer un proche ou tuer un malade est une dérive en soi, c'est un mal en soi. Évidemment, les suites logiques de ces deux premières lois seraient évidemment d'étendre l'euthanasie et le suicide assisté à toutes les personnes qui le demandent. On voit par exemple, et ça rejoint la question de l'avortement, une femme c'était en Belgique, une femme qui avait subi un viol et qui a demandé à être euthanasiée puisqu'elle n'arrivait pas
à s'en remettre. En fait, c'est là, aujourd'hui, on est pareil, on est dans la même situation, par exemple, avec les femmes qui ont subi un viol. Leur violeur, il est sorti de prison au bout, et de prison, je suis gentille encore. Il sort de garde à vue au bout de 48 heures, il est libre, il a aucune charge, parce que le pauvre, il avait, je sais pas, il avait peut-être un petit problème psy, etc. Mais n'empêche qu'il ressort dehors sans aucune peine. On se retrouve avec des femmes qui sont traumatisées, qui ne voient pas leurs coupables condamnés, et qui, à côté de ça, on leur propose de ne plus vivre et de ne plus avoir à subir cela. En fait, on ne propose plus rien aux personnes qui sont vraiment en souffrance. Donc ça, c'est évidemment une des grosses suites logiques. Une autre suite logique, ça va être de généraliser et de généraliser ça et en fait de piquer, on va dire, toute personne qui coûterait un peu trop cher à la sécurité sociale, quoi. Ça a été un peu le cas de Vincent Lambert. Alors Vincent Lambert, c'était il y a longtemps, mais factuellement, Vincent Lambert, c'est ce qui s'est passé. Il y avait tant d'hôpitaux qui lui ouvraient les portes pour s'occuper de lui et non, en fait, le CHU a décidé de garder Vincent Lambert pour le tuer. Donc face à la détresse en fait de toutes ces personnes, on n'écoute absolument pas leur cri du cœur, on va leur faire comprendre, leur envoyer un signal très fort et extrêmement violent qui sont inutiles pour la société et que donc leur vie n'a plus de sens et on peut y mettre un terme, c'est ça? Exactement. D'accord, bah écoutez, un immense merci Aliette. Est-ce que vous pouvez nous rappeler où se tiendra la mobilisation de ce dimanche? Eh bien, rendez-vous à 14h à Saint-Sulpice, à Paris. À Paris, donc pour cette marche pour la vie. Merci beaucoup Aliette Espieux. Merci, et à soyez dimanche. nombreux. Oui, venez très nombreux. Merci chers auditeurs. Merci Aliette.